Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, le journal, voici les titres. Le centre d'application financière attaché au ministère du Budget a entamé aujourd'hui une séance de formation à l'hôtel Acacia. Vous entendrez le ministre du Budget, celui du Travail dans ce journal. Et la Fédération djiboutienne de tennis a lancé aujourd'hui la 6e édition du tournoi Futur Féminin au centre de tennis de Gabon. À l'étranger, le gynécologue congolais Denis Mukwege a dédié son prix Nobel de la paix 2018 aux femmes du monde entier, donc aux femmes du monde entier victimes de conflits. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui les visites d'adieu de 2 ambassadeurs qui ont parachevé donc leur mission dans notre pays. Il s'agit des 2 ambassadeurs de Turquie et du Royaume d'Arabie Saoudite, respectivement Sadi Al-Tinok et Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Noufal, qui sont appelés donc à d'autres fonctions et que d'autres diplomates prendront prochainement la relève. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tout d'abord reçu la visite d'adieu de l'ambassadeur de Turquie. Le diplomate a saisi l'occasion pour exprimer ses chaleureux remerciements à l'ensemble des autorités djiboutiennes, qu'il s'agisse des membres de l'exécutif, du législatif ou de l'administration générale, pour l'appui qu'il a reçu durant l'accomplissement de sa mission. Il a qualifié la coopération djibouto-turque de fructueuse et porteuse d'espoir. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Noufal, qui lui aussi quitte le pays après un long séjour parmi nous. L'Arabie Saoudite donc apporte un appui constant et multisectoriel à notre pays, qu'il s'agisse de réalisation d'infrastructures de base, écoles, routes, dispensaires en matière de formation ou sur le plan culturel et religieux. Cet appui perdure depuis l'accession à l'indépendance de notre pays. Une parfaite coordination existe également entre les 2 pays au niveau politique, diplomatique et sécuritaire. Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite étant proches géographiquement et ne sont séparés que par la mer Rouge. En recevant tour à tour les 2 diplomates, le président de l'Assemblée nationale leur a rendu hommage pour tout ce qu'ils ont entrepris et accompli. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a reçu aujourd'hui Madame Del Rey, vice-ministre italienne des Affaires étrangères. Celle-ci a été reçue en compagnie d'une forte délégation qui s'est jointe à elle. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée que Madame la vice-ministre effectue ces jours-ci dans la région et à l'approche des fêtes de fin d'année. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère amicale et détendue. Les 2 responsables se sont félicités de l'excellence des relations existantes entre les 2 pays et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Ils se sont engagés à élargir le champ de la coopération entre les 2 pays dans d'autres domaines, notamment du tourisme, du commerce et des investissements. Enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne et son hôte ont longuement abordé les derniers développements sécuritaires et politiques que connaît la sous-région. Autre réunion, cette fois portant sur la gouvernance des entreprises publiques en présence des ministres de tutelle technique, des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux, s'est tenue ce matin au ministère de l'économie et des finances. Ont assisté à cette réunion le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le ministre de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, ainsi que le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi. Objectif, mettre en application la feuille de route établie par le Conseil de coordination de la gouvernance des entreprises et établissements publics pour la mise en œuvre du code donc de bonne gouvernance adopté par le gouvernement. Le ministère de l'économie et des finances a pris l'initiative d'engager un soutien à l'ONEAD et à l'EDD pour les accompagner dans ce processus de réforme. La phase de diagnostic a aussi permis de mettre en évidence des aspects critiques qu'il appartient au pouvoir public de régler. Je vous le disais en titre, le centre d'application financière attaché au ministère du Budget a entamé aujourd'hui une session de formation à l'hôtel Acacia. Ce centre a vite entamé ses activités depuis l'apparition le mois dernier d'un décret présidentiel le créant. La cérémonie d'ouverture de la session de formation a été honorée par la présence du ministre du Budget, le ministre du Travail
et de la réforme de l'administration. Tous deux ont souligné l'importance que revêt ce centre en matière de gouvernance économique et financière. Ils se sont félicités de la coordination établie entre les deux départements afin que ce centre soit un lieu efficient d'enseignement qui puisse donc répondre aux impératifs liés à la qualité de services rendus par les administrations financières du pays. Les hauts responsables des administrations publiques, les formateurs du centre, ainsi que les bénéficiaires de cours de formation se sont félicités de cette initiative créant le centre. Du département du budget, la noble décision de mettre en place une structure dédiée à la formation du personnel des administrations à gouvernance économique et financière. Et écoutons justement un extrait de l'intervention du ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Edel Samli. Auquel est confiée la mission de renforcement des capacités des ressources humaines, le département à gouvernance économique et financière est le fruit de notre volonté commune. Il répond à l'ambition de notre pays de construire une administration moderne et performante. Les défis à relever pour la concrétisation de ce centre très attendus ont été nombreux. La transformation que connaît notre administration oblige à une formation constante de son personnel au niveau professionnel. Une formation permanente, adaptée aux enjeux actuels et futurs, est le levier dont dépend la réussite de toutes les initiatives de développement. Cependant, tous les facteurs indispensables pour la réussite de ce projet sont réunis. Une forte volonté politique et un engagement des responsables qui comportent le projet. Et suivant à présent les propos tenus par le ministre du Budget, M. Boudi Ahmed Rabli. D'abord, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, en cette journée qui marque le lancement officiel des activités du Centre d'application financière. Je suis profondément convaincu que l'essence de la bonne gouvernance est la confiance des particuliers et la confiance des particuliers et des investisseurs dans l'efficacité, la fiabilité et l'impartialité de l'administration publique compétente en matière de gouvernance économique. Cette conception place la valorisation des hommes et des femmes, des administrations financières publiques au cœur de nos efforts tournés vers la réalisation des aspirations légitimes du développement durable de la République de Djibouti. Aux uns et aux autres, en paraphrasant la formule du célèbre mathématicien et physicien Albert Einstein, n'essayez pas de devenir une femme ou un homme qui a du succès. Essayez de devenir une femme ou un homme qui a de la valeur. Quel enseignement technique et quelle formation professionnelle valorisée? Un document a en ce sens été élaboré et présenté pour validation au ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et à de nombreux autres hauts responsables du département concerné. Une politique nationale devant être définie en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle et doit guider les responsables afin que les élèves et futurs demandeurs d'emploi puissent répondre aux offres et satisfaire le marché du travail. Le représentant du bureau régional de l'UNESCO a mis l'accent sur l'intérêt d'une politique nationale qui est gage, a-t-il dit, de retombées économiques significatives pour les entreprises des pays en développement et constitue pour les individus les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté. La politique nationale de l'enseignement technique et de formation professionnelle s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance accélérée, donc le SCAP, et les objectifs de développement durable des Nations Unies, a-t-il par ailleurs insisté. Les représentantes du PNUD et de l'UNICEF, Mme Barbara Menzi et Djenabou Mahandé, ont largement partagé ces propos et ont réitéré l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le MENFAB dans la formulation et la validation de sa politique nationale en matière de formation technique.
Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a rappelé l'importance que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accorde à l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est capital pour la jeunesse et essentiel pour l'essor économique. Nous l'écoutons. Très heureux de me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion donc du lancement de cet atelier important de restitution et de validation de la politique nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accorde une importance capitale à ce secteur porteur pour nos jeunes et essentiellement pour le développement de notre pays aujourd'hui en plein essor économique. C'est pourquoi le gouvernement tout entier et mon département en particulier attachent une importance sans équivoque à la politique de la formation professionnelle et de la valorisation du capital humain. Et la présence parmi nous de nombreux chefs d'entreprise témoigne par ailleurs de notre forte volonté d'ouvrir le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au monde du travail. À cette occasion, je tiens à adresser mes vifs remerciements au ministère. Mes vifs remerciements s'adressent également aux différents partenaires internationaux qui ont contribué donc à la réussite de ce travail. Et je remercie ici l'UNESCO en particulier pour son importante contribution à la réalisation de cet atelier. Également dans l'actualité, l'Institut supérieur des sciences de la santé, en collaboration avec le corps lémonier, a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats à une trentaine d'étudiants qui ont suivi des cours 2 mois durant, cours prodigués par des responsables de services de santé de l'armée américaine. L'objectif de cette formation est d'appuyer les structures de santé du pays en personnel qualifié. Ont assisté à la cérémonie le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, ainsi que la directrice de l'Institut, Madame Nadira. À la fin de la cérémonie, les officiels ont procédé à la remise du certificat aux trentaines des étudiants. L'ambassadeur des États-Unis a indiqué donc que sa chancellerie continuera à apporter son soutien à l'Institut. De l'Institut supérieur des sciences de la santé, qui a principalement pour mission de contribuer à doter toutes les structures de santé du pays de personnel de santé qualifié, capable de répondre aux besoins de développement du système national de santé. À cet effet, l'Institut est chargé de dispenser des formations de qualité conformes aux standards internationaux sur les plans scientifiques et pédagogiques, de participer aux travaux de recherche, notamment dans des domaines de la communication, de l'épidémiologie, des sciences infirmières, de l'économie de la santé, de l'organisation des services de santé et de la qualité des soins. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il a rappelé que l'ambassade des États-Unis est un partenaire important qui contribue au développement des structures de santé. Voici ses propos. Pour nous, c'est très important. Depuis quelques années, nous avons voulu faire de l'Institut des sciences de la santé un institut exemplaire. Et c'est le cas. C'est le cas dans le sens où cet institut évolue aujourd'hui dans des formations de licence, master et doctorat. Mais il nous a semblé également important de travailler sur les langues, dans la mesure où nos infirmières, ou nos sages-femmes, ou nos techniciens paramédicaux auront de plus en plus à travailler avec des équipes médicales qui parlent, notamment l'anglais étant une langue de plus en plus parlée dans le monde et une langue universelle. C'est à ce titre-là, et je suis très honoré de voir qu'aujourd'hui les efforts consentis par la directrice et ses collaborateurs, par les étudiants, avec le soutien, mesdames et messieurs du camp Lémonier, avec votre soutien, et nous vous en remercions, que nous avons atteint nos objectifs. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi encore de faire une requête, c'est de poursuivre cet effort. Vous avez déjà aidé l'ISS par la construction, comme vous l'avez dit, par 6 salles de travail, et nous comptons sur ces efforts-là pour faire de cet institut, nous accompagner, parce que la santé est primordiale dans notre pays, parce que votre présence dans le pays est importante, et cet échange permettra de donner plus de visibilité à votre action sur le terrain, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'environnement, et je sais que vous ne ménagez aucun
un effort dans ce sens. À la une également, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guédi, a reçu ce matin une délégation de l'institution publique internationale nommée la Facilité africaine de soutien juridique. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'appuyer le département de l'énergie sur les transactions commerciales et les négociations ainsi que les conclusions de contrats. L'institution a pour objectif d'apporter des conseils juridiques et assistance technique aux États africains afin de renforcer leurs capacités en matière de négociation et de transactions, de négociations de transactions commerciales complexes et de règlement des litiges avec leurs créanciers. La délégation a exprimé son engagement au ministre et donc son assistance à son département en ce qui concerne donc tout ce qui concerne les en conseil juridique. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Killé, a assisté à l'entrevue. Également dans l'actualité, un séminaire d'appropriation et de vulgarisation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple. Ce séminaire, qui va durer 2 jours, a été lancé par l'Agence nationale des personnes handicapées avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif de ce séminaire porte sur l'appropriation et la vulgarisation de ce texte international destiné à la fois au département sectoriel, à l'organisation étatique en charge de la question de l'handicap, les associations de personnes handicapées et enfin aux partenaires techniques et financiers concernés par la question de l'handicap. La cérémonie de lancement de ce séminaire a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, du directeur général donc de l'ANPH, du Ali Saïd Mahmoud, du président du Conseil régional des droits de l'homme, M. Suleiman Amal Oudin. Et pour plus de précisions sur ce texte adopté le 13 décembre 2006, on le rappelle, par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifié le 3 janvier 2010 par la République de Djibouti, écoutons la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden. Vous savez, la République de Djibouti a par une loi datant du 3 janvier 2010, sans la moindre réserve, ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l'exercice de leurs droits fondamentaux et socio-économiques, de supprimer les barrières physiques, culturelles et économiques et qui empêchent la réalisation de leur épanouissement et leur insertion socio-professionnelle. Il est important, à travers cet atelier, que chacun comprenne et s'approprie les principes généraux contenus dans cette convention. En ratifiant ceci, Djibouti a fait sien tous les droits et obligations qui en découlent. À cet effet, sous l'initiative du secrétariat d'État, le gouvernement a promulgué en février 2018 une loi sur la promotion des protections des personnes handicapées qui concrétise et renforce le chantier législatif. Également dans l'actualité, la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, a reçu aujourd'hui une délégation de haut niveau de la République du Tchad, dirigée par le directeur de la famille des affaires sociales et de la solidarité du Tchad, Jinfiu Pabami. Les discussions ont porté sur les relations existantes entre les deux pays et la coopération dans divers domaines, ainsi que du projet d'appui des réfugiés et des communautés hautes mises donc en envergure par la République du Tchad. Écoutez le directeur du département de la famille et des affaires sociales qui s'est dit satisfait des efforts en matière des soins aux réfugiés et personnes déplacées fuyant les conflits armés et les crises économiques. De ce projet, raison pour laquelle nous avons choisi Djibouti pour s'inspirer de leur expérience. Parce qu'ils ont développé pas mal de programmes en ce sens. Et je pense que ces riches expériences peuvent nous aider vraiment à mieux faire. Dans le reste de l'actualité, le conseil municipal de Djibouti a organisé ce matin la 3e et 4e session ordinaire de l'Assemblée municipale. C'était à la mairie
Cette réunion a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Ousmane, et a vu la participation des membres de ces conseils composés de 35 membres du capital. La réunion a porté sur l'adoption de 4 projets de loi. Le projet sur le climat de l'énergie au sein de la Convention mondiale, un autre portant sur un nouveau plan d'organisation par la mise en place d'un organigramme de la maire de la ville, et un autre portant sur le remplacement de 2 membres du conseil décédés, et enfin un autre projet de loi portant sur adopter le projet des villes africaines sans enfants en situation de rue. Le conseil a désigné comme secrétaire de séance Mohamed Ali Abdullahi. Tout à fait autre chose, la librairie Victor Hugo et l'association La Caravane du Livre, en partenariat avec l'Union Européenne et l'Institut français Arthur Rimbaud, ont organisé dans le grand marché de l'IAD une journée d'animation éducative, culturelle, ainsi qu'une vaste opération de solde d'ouvrages. Depuis hier, nombreux parents d'élèves ont accompagné leurs enfants à cette exposition d'ouvrages. Parmi les livres soldés, on y trouvait donc des dictionnaires, des annales, etc. Cette exposition se poursuit jusqu'à demain. Sans transition, le grand écrivain djiboutien et ancien membre du personnel de la radio-télévision de Djibouti, Abdallah Hadji, a publié la 2e édition de son livre intitulé Wal Yowano en Somalie, qui signifie information et expérience. Ce livre, dont sa première édition a été publiée il y a plusieurs années, contient un aspect du patrimoine culturel, à savoir le programme radiophonique sur la culture nationale, diffusé depuis des décennies à la radio. Dans une interview que l'écrivain nous a accordée ce matin, il a souligné la grande importance de ce livre, en particulier pour les jeunes et les générations futures qui souhaitent apprendre davantage le patrimoine culturel, en particulier en Somalie. Il a rappelé que cette œuvre littéraire contient beaucoup d'informations qui intéressent les étudiants en particulier, et donc les étudiants de l'université, en demandant l'acquisition de ce livre et en tirer à profit. En bref et en image, le comité de gestion communautaire de Hayablé, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier une journée de sensibilisation sur les droits de l'enfant. La présidente de la communauté de gestion communautaire a expliqué les 4 principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui sont la non-discrimination, la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Et ce communiqué qui nous est parvenu de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui informe le lancement de la campagne d'alphabétisation des adultes en français. Les cours vont donc démarrer demain à 19h. Tout à fait autre chose, les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie d'Anguilla ont interpellé jeudi dernier 2 jeunes auteurs d'une série de vols de matériel électronique. Les 2 suspects ont reconnu avoir subtilisé une vingtaine de téléphones portables et donc 6 ordinateurs portables. Ces vols ont été essentiellement perpétrés dans des établissements publics et dans des habitations privées. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, complices et receleurs seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Je le disais en titre, la Fédération djiboutienne de tennis a lancé aujourd'hui la 6e édition du tournoi Futur Féminin au centre de tennis de Gabod. Et c'est pour la 6e année consécutive que Djibouti accueille ce tournoi international qui verra donc la participation de 24 jeunes athlètes talentueuses à fort potentiel dans le tennis mondial, représentant 16 pays. La cérémonie de lancement du tournoi a réuni sur place plusieurs hautes personnalités et des hauts cadres du département de la jeunesse et des sports. Dans un mot prononcé à l'occasion, le président de la Fédération djiboutienne de tennis, Ahmed Hussein Mohamed, a remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que les sponsors, en l'occurrence Aboubakar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, et le Coca-Cola pour leur appui à l'organisation d'un tel événement, et a souligné les raisons de l'accueil par Djibouti d'une telle compétition internationale. Et la beauté de notre pays durant leur séjour.
À l'étranger, le gynécologue congolais Denis Mukwege a dédié son prix Nobel de la paix 2018 aux femmes du monde entier victimes de conflits. Mukwege est célébré pour son travail auprès des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, aux côtés de Nadia Mourad, une militante yézidi des droits humains. Le prix Nobel de la paix, doté de 1,4 million de dollars, a été présenté aujourd'hui à Oslo, en Norvège, donc le 10 décembre, jour anniversaire du décès de l'industriel suédois Alfred Nobel, fondateur du prix éponyme, selon son testament donc de 1895. La conférence de Marrakech approuve le pacte mondial pour l'immigration. Plus de 150 pays ont adopté aujourd'hui à Marrakech le pacte mondial sur l'immigration des Nations Unies, en le défendant par de vibrants plaidoyers face aux critiques des nationalistes et partisans de la fermeture des frontières. Et enfin, le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a promis aujourd'hui, un an après l'annonce de la victoire sur le groupe État islamique, de s'attaquer à la corruption et de faire rentrer chez eux des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre. L'Irak a enregistré la plus grande victoire contre les forces du mal et le terrorisme quand il a chassé l'État islamique de son sol, acclamé Abdel Mahdi. Il a indiqué, je cite, « La victoire finale que nous espérons désormais, c'est répondre aux aspirations et aux espoirs du peuple. Si nous n'éliminons pas la corruption, notre victoire restera inachevée. » Fin de citation. Et c'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.